Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de comment faire pour avoir l'apport pour les frais de notaire. Les frais de notaire, ce que tout le monde adore. Donc voilà, ici je vais t'expliquer déjà plusieurs façons de faire, mais je vais te parler aussi de mon astuce pour faire en sorte de ne pas être bloqué, aussi bien au final au niveau des frais de notaire que des crédits parce que c'est en lien. Donc voilà, déjà la première des choses que tu peux faire c'est économiser. Si tu as un travail, bon, si tu n'as pas de travail, ben voilà, il faut que tu trouves un travail. Tu économises une partie de ce que tu gagnes. Si tu gagnes pas assez, tu trouves un deuxième ou un troisième travail le week-end, en soirée. Voilà, tu fais en sorte de récupérer le plus vite possible l'apport qu'il te faut pour une première opération. Mais l'idée, évidemment, si tu mets 100 euros par mois pendant 5 ans, 6 ans, ben, c'est pas terrible et c'est pas vraiment ce qu'on veut parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. La deuxième possibilité que tu as, c'est de mettre en garantie, mettre une hypothèque sur la maison de tes parents. Ben ça, évidemment, je trouve ça un petit peu dangereux. Si tu t'entends bien avec tes parents, ok, tu peux leur proposer. Maintenant, il faut que derrière, tu sois certain de faire une bonne affaire. Parce que si tu fais une mauvaise affaire et que tu te plantes, et que tu plantes avec tes parents, là, ça risque de mal se passer et après, c'est toi qui auras un problème avec eux. Donc, c'est une possibilité. Mais moi, j'ai préféré l'éviter. La troisième possibilité, c'est aussi avec tes parents de faire en sorte voilà, qu'ils fassent un crédit à la consommation pour te payer tes frais de notaire. Ça, c'est possible, mais c'est à toi de voir à nouveau si eux veulent faire ça, s'ils ont envie de le faire, s'ils ont aussi les capacités de le faire. Enfin, ça, c'est à nouveau un point à voir de ton côté avec eux et à voir aussi si tu es intéressé par cette stratégie-là. La quatrième, c'est de faire un nantissement. Ça veut dire que tu as de l'argent, tu le mets en fait en garantie, par exemple sur une assurance vie, et donc en fait l'argent, il est gelé pendant un certain temps, et après tu peux le récupérer après quelques années. Ça tu peux faire aussi, c'est une autre stratégie, à voir si ça t'intéresse ou pas. Et maintenant, moi je vais te parler plutôt de la stratégie que j'ai choisie, parce que je me suis dit, ok, comment il faut faire pour ne pas être bloqué, pour savoir avancer et ne pas devoir voilà, attendre évidemment que le crédit soit assez remboursé pour pouvoir me mettre sur un autre et de faire en sorte d'économiser à chaque fois les frais de notaire. Je me suis dit c'est pas possible, il doit y avoir d'autres solutions. Et donc je me suis dit comment je peux faire pour que je fasse des opérations avec des gens qui sont autour de moi. Donc je vais te parler d'associations. Je vais te prendre l'exemple avec ma petite sœur, par exemple. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, j'ai des connaissances, des compétences, de l'expérience dans l'immobilier. J'ai appris le marché, j'ai appris ce qu'il y avait à apprendre, éviter les erreurs, même si je ne connais pas encore tout, évidemment. On apprend tous les jours, de toute façon. Mais voilà, je me suis dit, ok, je sais comment on fait, je l'ai déjà fait, je le refais encore, je le fais tout le temps, donc je peux proposer ça aux gens qui sont autour de moi. Et donc, j'ai présenté ça comment? J'ai été près de plein de gens, hein, dans ma famille, les cousins, même l'agent immobilier qui a vendu mon premier appartement. Là, on est en discussion pour faire un achat-revente à deux. Et je vais faire la même stratégie avec plusieurs personnes. Je te prends l'exemple avec ma petite sœur. Voilà, je lui ai dit, donc ma petite sœur travaille, elle est en CDI, temps plein. Donc évidemment, il faut que tu regardes par rapport au profil des personnes qui puissent être capables, voilà, de s'occuper de faire un crédit. Je t'explique. J'ai été près d'elle et je lui ai dit, tu sais quoi, moi je fais de l'achat-revente, elle le sait. Je lui ai dit, si tu veux qu'on fasse une opération ensemble, je m'occupe de tout, de A à Z. Je m'occupe de faire les visites, de trouver les biens qui correspondent pour un achat-revente, de faire les négociations, évidemment pour avoir le prix intéressant pour savoir sortir une marge derrière. Puis après, j'accompagne entre l'offre et le compromis, évidemment, puis entre le compromis et la signature de l'acte. Là, on fait en sorte évidemment qu'au niveau des infractions urbanistiques, des conditions suspensives de crédit, tout ça soit bien noté pour sécuriser évidemment la personne. Et en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va acheter à son nom à elle, toute seule. Toi, tu n'auras pas ton nom dedans. Je t'explique après pourquoi. Entre le compromis et l'acte, je fais venir les entrepreneurs. Et l'idée, c'est que dès qu'il y a la signature de l'acte, les entrepreneurs puissent commencer directement les travaux. C'est un gain de temps. Au moins, tu ne dois pas attendre que, que l'entrepreneur il est fini dans 3 mois et demi, ces 6 chantiers qui sont en cours, et que tu passes après, tu vois. Non, l'idée, c'est de bloquer justement son planning 6 mois avant, 3 mois avant plutôt, le bloquer pour qu'il puisse commencer directement ton chantier et que ton opération, il n'y ait pas de perte de temps.
Donc une fois que la personne à qui tu fais l'opération a signé l'acte chez le notaire, ben de là, une fois qu'il y a les travaux, je fais le suivi de chantier, coordonner un petit peu tout ça, vérifier que tout se passe bien. Et évidemment, avant de commencer les travaux, on fait un bon de commande où on détermine le délai des travaux, les modalités de paiement, s'il y a des majorations de retard, tout ça, il faut que ce soit bien cadré évidemment, que tu fasses les choses correctement si tu optes pour cette stratégie, qui est franchement pas mal. Et voilà, à partir d'un moment, une fois que les travaux ils sont terminés, là il y a la remise en vente. Donc soit s'il y a un agent immobilier, ben, je le remandate, c'est lui qui a une commission à l'achat, il a une commission à la vente. Vu qu'il était déjà sur le dossier, ben lui ça lui fait une double commission, il est content, tout le monde est content, c'est bien. Voilà. Et donc, une fois qu'il y a la vente, ben là, en gros, s'il n'y a pas d'agent immobilier, c'est moi qui m'en occupe. Une fois qu'il y a cette vente, comme je te dis, par rapport au prix de vente, on va retirer tous les frais qu'il y a eu. Donc, il va y avoir le remboursement de crédit, la main levée hypothécaire. Tout ce qu'il y a eu, en fait, va être déduit. Ensuite, si, par exemple, ma petite sœur, elle a mis 25 000 euros pour les frais de notaire, parce que c'est un achat, évidemment, à 12%. Il n'y a pas d'abattement, parce que si tu as un abattement, ben, tu ne peux pas revendre directement, tu dois te domicilier là-bas, tu ne peux pas mettre en location, en fonction de ce que tu veux faire, quoi. Donc voilà, c'est 12%. Déjà, quand tu revends à partir de la signature de l'acte d'achat et que la signature de l'acte de vente se fait dans les 2 ans, tu récupères 3/5 des droits d'enregistrement. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans tes calculs. Et donc, je disais, par rapport à la vente, une fois qu'on a déduit tout ça, il reste quoi? Il reste à retirer, en fait, l'avance qu'elle a fait, l'avance des 25 000 euros, elle les récupère, c'est pas compris dans le bénéfice. C'est pas compris parce qu'elle a fait une avance et ça, elle doit récupérer. Ce qu'elle a payé mensuellement, son assurance incendie, toutes les mensualités de crédit, tout ce qu'elle a dû payer, on va faire un calcul. On va calculer à combien c'est revenu exactement. Et ce montant-là va venir s'ajouter, en fait, à par exemple ces 25 000 euros de frais qu'elle récupère. Donc elle récupère 29 000. Donc tu vois, par rapport à ton prix de vente, tu rembourses tout. Ensuite, tu retires ce montant-là, donc que la personne a mis sur la table pour savoir faire l'opération. Ensuite, tu mets aussi le montant de la taxation. Attention à ça. La taxation, tu dois mettre le montant de ses ennemis de côté sur le compte de la personne qui achète donc à son nom l'opération pour être certain que les impôts, voilà, quand ils vont arriver, ben, la personne elle est à payer. Et après tout ça, ce qui reste vraiment de net, là tu le divises à 2. Ça veut dire que, en gros, la personne qui a acheté à son nom, déjà pourquoi elle achète à son nom et que toi tu ne te mets pas dedans? Parce que déjà si tu fais 2, 3 opérations en particulier, tu vas te faire attraper directement. Le fisc il va dire ah, attends lui il joue avec nous, on va l'avoir, on va l'attraper. Donc non, il faut que tu passes en société. À partir d'un moment, si tu veux vraiment développer, il faut que tu passes en société parce que c'est dangereux de rester en particulier. Mais si tu fais ça, si tu fais en sorte que la personne achète à son nom à elle, évidemment, tu dois faire un contrat d'associé investisseur, par exemple. Tu vois, un contrat qui dit, OK, la répartition des tâches, la répartition des bénéfices, tout doit être détaillé de A à Z pour dire, OK, on fait comme ça, je m'occupe de tout. Toi, tu t'occupes de faire le crédit, de mettre les frais de notaire, tu récupères à la fin. Et au final, ben, toi qui fais cette opération, eh ben, tu n'as pas fait de crédit, tu n'as pas mis de frais de notaire, mais tu as peut-être pris, je ne sais pas moi, 25 000 euros net sur une opération. Alors dis-toi que si tu prends ça sur une opération, et si tu fais ça sur 2, 3, 4 opérations en même temps, là tu sais que évidemment ben, tu vas commencer à avoir ben voilà, pas mal de rentrées. Et là il faudra évidemment penser à passer en société. Parce que comme je te dis, c'est dangereux. Donc voilà, ça c'est mon astuce et c'est ce que je fais et c'est ce qui fonctionne. Mais évidemment, ne te plante pas. Fais les choses correctement, ne te plante pas, ne plante jamais les gens qui sont avec toi et ne mens jamais sur tes chiffres. Si tout roule, que tu es bien, que tu as pris des grosses marges d'erreur pour être certain que même dans le pire des cas, ça fonctionne, ça va fonctionner. Et tout ce qui sera bien et qui voilà, qui n'était pas prévu de base et que tu avais calculé beaucoup plus que prévu, ben voilà, ce sera du bénéfice en plus que tu pourras prendre pour toi et à diviser en 2. Donc voilà. Ça, c'était ma stratégie, comme je te dis, qui fonctionne bien. Et honnêtement, ben, il n'y a plus de blocage par rapport au crédit, par rapport aux frais de notaire. Franchement, c'est déjà quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette petite stratégie qui est assez, pas très courante, mais bon, qui fonctionne, quoi, qui fonctionne et qui au final permet de ne pas être dans l'embarras et de pouvoir ben, justement te développer beaucoup plus. Si tu veux en savoir plus maintenant sur le domaine de l'investissement immobilier,
Tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo et tu verras, tu auras accès à une formation qui reprend tout le processus, les différentes stratégies et tout ce qu'il y a à mettre en place pour justement gérer et faire correctement des bonnes affaires dans le domaine de l'investissement immobilier. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!